Je vous propose un 6e entretien intitulé « L'homme, être vivant » qui intègre cette session dialogue avec la jeunesse de l'esprit. Qu'est-ce que le vivant ? Nous avons l'expérience de ce que nous sommes. Nous respirons, nous mangeons, nous voyons, nous touchons, nous souffrons, nous pensons, nous travaillons, nous aimons, etc. Il s'agit bien d'opérations du vivant que nous sommes tous en tant qu'hommes, femmes ou enfants. Elles dépendent de nous et chacun est l'origine, la cause ou l'effet de toutes ces opérations. De plus, il n'est pas possible d'expérimenter les opérations vitales d'un autre de la même manière que les nôtres, car elles sont intérieures, immanentes à nous-mêmes, à notre corps, à notre esprit, notre âme, notre vie. Notre corps, partie de l'univers, possède en tant que vivant une autonomie qui se manifeste à travers ces diverses opérations vitales. Tout en dépendant du milieu dans lequel il se trouve, le vivant à son rythme propre. Il se sert de ce milieu et crée son propre milieu de croissance autour de lui. C'est étonnant, surtout quand on regarde les grands vivants, tels que les arbres, comme le chêne ou le cèdre, les animaux comme le lion ou l'éléphant, l'aigle ou la baleine. À la différence de l'instinct animal, l'homme peut dominer ce milieu qu'il transforme en se l'appropriant intellectuellement et pour une part en l'assimilant. Comme l'animal, l'homme, animal raisonnable, selon les termes d'Aristote, assimile lui aussi une part de son milieu pour se nourrir et vivre. Entre les opérations vitales, nous pouvons saisir un ordre naturel. Les unes sont plus dépendantes du corps, plus liées au devenir, et les autres plus libres, plus liées à la vie intellectuelle, d'où leur distinction en 3 niveaux de vie. La vie végétative ou biologique, la vie sensible ou sensitive, la vie spirituelle ou vie de l'esprit. La vie végétative se manifeste dans l'assimilation et la destruction nutritive, liée au corps et à sa dépendance de l'univers physique. La vie sensible est celle où apparaît la connaissance sensible et les passions. Elle se manifeste dans l'assimilation dite intentionnelle, au cours des diverses activités de la vie. L'intention étant la vie intérieure cachée en soi. La vie spirituelle demeure la plus mystérieuse, la plus profonde. Elle se manifeste par le jugement d'existence, son point de départ, puis le respect de l'autre et le sens profond de la vie. Cette distinction des 3 niveaux de vie permet de structurer le développement de la vie humaine. La structure de base
est la vie végétative, qui a sa propre finalité, commune à tous. Le sommet de la vie de l'homme est dans la vie spirituelle. Entre les deux, nous avons la vie sensible, avec les sensations, l'imagination, les passions, dans le rapport à la matière. La vie végétative est commune à l'homme et à l'animal, avec des modalités variant selon les espèces. Le premier moment de la vie végétative se situe quand le vivant s'enracine dans le vivant, la mère, puis se développe jusqu'au moment où il s'en détache, en étant capable d'avoir son autonomie vitale. Ce premier moment est marqué par la dépendance du milieu de vie, bien que le vivant en cours de conception soit autonome dans son être. Il possède déjà son chiffre biologique propre, les marques de sa propre structure, tout en étant fragile et radicalement dépendant. Dès la naissance, on remarque qu'il respire par lui-même, qu'il se nourrit par sa mère, qui n'est pas sa source vitale, mais alimentaire. Le petit cherche l'équilibre entre attirance de son milieu maternel et contrariété avec son milieu extérieur dans une lutte pour vivre. À une période donnée, une mutation profonde s'opère. L'instinct sexuel se manifeste. Autant la respiration et la nutrition se traduisent par une sorte d'individualisme vital, autant l'instinct sexuel se réalise dans une coopération entre deux sexes complémentaires faits l'un pour l'autre. Vie alimentaire et vie sexuelle ont chacune leur finalité propre. Au plan de la finalité biologique, on peut dire que l'aliment est ordonné à l'instinct sexuel comme l'individu est ordonné à l'espèce, c'est-à-dire d'une cause vitale à son effet. Aussi la procréation finalise-t-elle la vie végétative. Si l'assimilation caractérise fondamentalement la vie végétative, la fécondité achève le vivant en engendrant un autre vivant. Certains philosophes grecs y voyaient un signe de l'éternité. Puis, avec l'âge, la vie végétative décline jusqu'à la mort. L'individu connaît une vieillesse où l'unité biologique de l'homme perd de sa vitalité. La division pénètre jusqu'à la séparation radicale de l'âme et du corps. Les opérations de vie végétative ont leur propre finalité en restant déterminées par la nature. Par la science, l'homme peut agir sur sa propre nature, comme partiellement sur le monde physique. Mais son esprit inventif, parfois contre nature, peut se retourner contre lui en s'arrogeant des droits indus. Par contre, il peut exercer un certain pouvoir naturel sur ses sensations et ses passions, par sa conscience et la maîtrise de soi. Le contact de l'homme avec une réalité par la connaissance qu'il acquiert d'elle l'atteint dans sa vie intellectuelle et sensible, mais sans la modifier. Quand une personne regarde une fleur, par exemple, la fleur n'est pas changée.
C'est l'homme qui est changé dans sa sensibilité. Par contre, quand une personne touche une fleur, celle-ci peut flétrir sous l'effet du toucher. Dans la vie sensible, l'objectivité des sensations vient des sensibles propres. La sensation en acte par un seul sens, la vue ou le toucher par exemple. Et non pas les sensibles communs, la sensation en acte par plusieurs sens à la fois, la vue et le toucher par exemple. Les sensibles propres donnent une unité fondamentale, d'où l'aspect qualitatif. Tandis que les sensibles communs donnent la mesure, d'où l'aspect quantitatif. Par exemple, par la vision, nous sommes transformés intentionnellement et non pas au plan physique, mais psychique. De même, quelque chose est reçu dans la pensée par le regard, sur une réalité observée, ou par l'ouïe à l'occasion d'un son, d'une musique ou d'une conférence. D'où l'intentionnalité manifeste le pouvoir de l'intelligence demeurant en puissance de transformation et de progression. De plus, la capacité ou la puissance est ordonnée à l'acte. La vue pour la vision, la main pour le contact du toucher par exemple. Par conséquent, si je suis capable de faire telle chose, c'est normalement pour le faire. Si j'ai tel don, c'est pour l'exercer. Dans l'intelligence, les images reçues forment une synthèse de ce qui a été vu, vécu et ressenti. Leur source se trouve dans l'imagination, qui est le réservoir de l'intelligence, car elles proviennent des sensations externes et forment une nouvelle connaissance virtuelle. Ainsi se développe un monde imaginaire infini, sans finalité propre, susceptible d'être mu par les passions et les sensations, puis par des refoulements, conscients ou inconscients. Mais attention, l'homme se referme sur lui-même en construisant un univers imaginatif dont il fait son pouvoir, son indépendance, sans être une autonomie. Tout cela constitue la mémoire, finalité de la vie sensible. Les sentiments affectifs, attirance, répulsion ou colère peuvent être dominés et intériorisés. Ces états viennent de nous, déclenchés par une intentionnalité affective et provenant d'un bien sensible désiré ou bien difficile à acquérir, comme d'un mal à rejeter. D'où la passion du concupiscible et celle de l'irascible. Le concupiscible naît de l'amour, du désir de jouissance portant sur un bien sensible. L'irascible naît de la lutte pour atteindre un bien difficile à acquérir. Il peut engendrer la crainte ou l'angoisse, qui est un mal difficile à vaincre, pouvant aller parfois jusqu'au désespoir. Un mal peut provoquer la colère pour le rejeter. Face aux passions à l'égard d'un bien sensible, on peut dire qu'il existe 3 passions face à un mal sensible. La haine face à l'amour, la fuite face au désir et la tristesse
face à la jouissance. Au-delà de la vie végétative et de la vie sensible, l'homme pense, réfléchit, juge, critique, décide ou aime. Ces activités peuvent dépasser la vie du corps, de la sensibilité, de l'imagination. Ainsi, l'activité de l'intelligence permet de saisir la signification de telle ou telle réalité, du moins de l'approcher, puis de porter un jugement. Est-ce que ce que je pense ou ce que je dis est vrai ou non, c'est-à-dire conforme à la réalité? D'où l'intelligence de quelqu'un se mesure à la qualité de son jugement, et non à sa vitalité seulement, à son habileté. Par conséquent, un homme est intelligent quand ce qu'il pense et ce qu'il dit est adéquat à ce qui est. De même, il pose des actes capables d'atteindre un bien. Ainsi, la connaissance permet la croissance de la vie intellectuelle et morale. Par conséquent, l'opération la plus caractéristique de l'intelligence est le jugement, au-delà du devenir de l'esprit. Le jugement fonde la critique, la vraie critique a posteriori, et non pas la critique a priori, qui demeure sans fondement, marque d'une intelligence repliée sur elle-même. Fruit de l'intelligence, le jugement désigne l'opération intellectuelle par excellence, car il fonde le raisonnement et le finalise. Car l'intelligence est faite pour adhérer au réel qu'elle reçoit et qu'elle cherche à connaître, dans le respect du principe de non-contradiction cité par Aristote. Ce qui est ne peut pas être et ne pas être à la fois. L'intelligence structure la personnalité, donc la personne. Elle dispose l'amour en vue du bien. La vie de l'esprit implique une croissance dans la vie de l'intelligence et dans celle de la volonté, qui est la puissance affective capable d'aimer un bien et d'agir pour l'acquérir. Il ne s'agit pas d'un volontarisme d'efficacité, mais d'un sentiment sensible, ni d'un sentiment sensible ou passionnel, mais d'une puissance où l'amour extatique tend vers son bien qui est une personne. Aussi, l'amitié spirituelle est-elle l'activité excellente en vue du bien capable de finaliser la vie de l'homme, au sens générique du mot. Donc, l'homme en tant qu'être vivant de vie humaine. L'amitié exigeant la réciprocité, on ne peut accueillir l'être aimé que s'il se donne, de l'aimer à l'aimant et de l'aimant à l'aimer. Pour le bien de l'homme, la volonté portée et purifiée par l'intelligence, en quête de vérité, doit finaliser ses opérations vitales, selon l'ordre de perfection entre les trois niveaux de vie, de la vie végétative et sensible en vue de la vie spirituelle.